Professeur, permettez-nous de revenir un an après sur le coup d'État perpétré par les forces armées gabonaises, avec pour conséquence principale la fin du régime d'Ali Bongo Ondimba. Comment avez-vous vécu cet événement? Je l'ai vécu comme tous les Gabonais, avec beaucoup de sérénité. D'abord, je suis pas sûr que vous me dites les forces armées gabonaises, mais ce n'est pas ça la réalité. C'est la garde présidentielle, qui est une garde prétorienne jusque-là. Donc, pratiquement, c'était pas... Deuxièmement, j'ai donné mon point de vue là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Donc, comment j'ai vécu ça? Non, j'ai pris ça avec beaucoup de sérénité. D'autant plus que je savais que le problème n'est pas réglé. Un coup d'État ne règle pas le problème d'un pays. Encore moins une révolution de palais. Non, on diffère le problème dans le temps. Donc, je savais que les problèmes étaient différés et que tout restait en entier. Donc, je n'avais aucun problème. Et aujourd'hui, mes positions de l'époque sont confirmées. L'histoire me donne raison. Depuis la prise de pouvoir par les militaires, plusieurs événements ont marqué le déroulement de la transition, à l'instar de l'organisation du dialogue national inclusif, auquel vous n'avez d'ailleurs pas pris part, et la tenue de l'Assemblée constituante avec plus de 800 amendements proposés par les parlementaires. Premièrement, êtes-vous convaincu par le processus de transition en cours? Deuxièmement, quels commentaires faites-vous des premières dispositions susceptibles d'être inscrites dans la nouvelle Constitution? Alors, convaincu, non. Je pense que les CTRI se cherchent. Ils se cherchent. Quelqu'un qui a un projet pour un pays ne se cherche pas. Le projet est posé. Et si la population y adhère, effectivement, on met en place le projet qu'on a prévu. Or, le CTRI n'a prévu aucun projet. Donc, ils se cherchent. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Rien de bien précis. Et je regarde ça avec beaucoup de recul. Bien évidemment, c'est une transition, parlons-en. Là, dans la définition de la transition, c'est le passage d'une dictature à une démocratie. Les Gabonais peuvent en juger. Est-ce qu'on est en train de passer d'une dictature à une démocratie? Donc, c'est ça le véritable problème. Donc, comment apprécier la transition? Non, je suis pas là pour l'apprécier. Mais je me pose deux questions qui sont quand même importantes. La première question, c'est chez les militaires. Il y en a qui ont fait de bonnes études, qui sont officiers dans des écoles normales. Il n'y a pas quelqu'un d'entre eux qui peut se dire que là, c'est une mauvaise voie. Parce que même quand vous êtes en groupe, vous faites le point. Le point, c'est pas par rapport à nous, ça, non, le point, c'est par rapport à eux-mêmes. Ils ont fait des déclarations de départ. Un an après, est-ce qu'il y a pas un militaire bien formé dans le CTRI qui peut dire ce n'est pas la voie qu'on a choisie? Ça, c'est la première question. C'est à eux que je pose la question. La deuxième chose, c'est que subitement, et ça n'existe dans aucun pays, les militaires sont devenus compétents en tout. C'est les meilleurs ingénieurs, c'est les meilleurs architectes. Ils sont ci, ils sont là, ils sont partout. Aucun pays ne fonctionne comme ça. Donc, je me pose ces deux questions. Est-ce que les militaires sont devenus subitement compétents? Il y a pas chez les militaires quelqu'un qui peut se dire non. Nous, on est parti dans les écoles militaires. On a été formé à la stratégie militaire. On n'a pas été formé au droit. On n'a pas été formé à l'économie. On n'a pas été formé aux autres matières qui sont importantes dans le développement du pays. Alors, si nous faisons une transition, faisons appel aux autres. Et ma position, depuis le début, il est claire. Ni allégeance, ni défiance. Cela veut dire que c'est une main tendue pour qu'on en arrive au vrai dialogue. Un dialogue entre ceux qui ont fait le cours de force, notamment Oli Guillaume, et moi qui ai gagné les élections. Moi, je suis pas en train de crier sur les toits. J'ai gagné, non. J'ai les résultats. Les résultats ont été donnés, actes sous seing privé, des autorités compétentes. Tout le monde les a reçus. Toutes les missions diplomatiques les connaissent. Tout le monde entier connaît les résultats. Bien. J'ai donc la légitimité populaire. Donc, discutons.
de notre pays. S'il y a une transition à faire, elle doit intégrer toutes les forces en présence. Donc, moi, je ne participe pas au dialogue et je n'entendais pas y aller parce que c'était monologue. Moi, je ne participe pas à leurs choses parce que ça n'intègre pas tous les composants de la nation. Et lorsqu'aujourd'hui nous parlons de constitution, bon, j'ai une position qui est claire depuis, à savoir que la seule constitution qui existe dans notre pays, c'est celle de 91. D'autant plus que c'est une constitution consensuelle. Et tout pays, on ne change pas une constitution tous les jours. Le problème, ce n'est pas la constitution. Le problème, ce n'est pas les textes. C'est le non-respect des textes. Et malheureusement, je suis au regret de constater que c'est exactement la même chose. Donc, j'interpelle les gens du CTRI pour dire qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. Et il faut qu'on en sorte, qu'on sorte le plus rapidement de cette transition et que les militaires laissent le pays fonctionner normalement. C'est-à-dire, l'ordre républicain doit prévaloir. Voilà ce que je dis. Vos dernières sorties médiatiques ont été fortement critiquées par les partisans du CTRI, et plus particulièrement ceux du général Oligui Nguema, qui estiment que vous souhaitez simplement rester sous les feux de projecteurs en vue des prochaines échéances électorales. Que répondez-vous à ces récriminations ou à ces assertions? Je trouve ça amusant. C'est amusant, c'est pas un argumentaire. Pourquoi je vais rester sur les feux du projecteur? Comprennent l'année passée, depuis le 30 août, combien de fois suis-je intervenu? Et combien de fois j'ai été insulté par les partisans d'Oligui? Content? On a les médias, on peut effectivement voir cela. C'est de la blague. Et pourquoi rester dans les feux du projecteur? J'ai gagné les élections. J'ai pas besoin de rester dans les feux du projecteur. Et deuxièmement, c'est eux qui font la publicité. C'est eux qui font le public reportage. On a vu un public reportage d'Ondossa quelque part. Non. Alors donc, venons-en à la réalité. Je leur dis une chose, ils sont sur une bulle. Or, une bulle n'a effectivement qu'une finalité, c'est d'éclater. Qu'ils soient sur leur bulle, il arrive un moment où la bulle va éclater. C'est tout ce que j'ai à leur répondre. Vos dernières sorties médiatiques ont été fortement critiquées par les partisans du CTRI, et plus particulièrement ceux du général Oligui Nguema, qui estiment que vous souhaitez simplement rester sous les feux de projecteurs en vue des prochaines échéances électorales. Que répondez-vous à ces récriminations ou à ces assertions? Je sais pas. Moi, je me suis prononcé là-dessus. Il ne devait pas y avoir de clivage. Ça ne se décrète pas. La politique, ce n'est pas par décret. C'est des actes que nous posons au quotidien. Mais qui crée le clivage? Vous voyez les photos d'Ondossa dans la ville? C'est les photos d'Oligui qui sont partout. Partout. C'est les publicités d'Oligui qui sont partout. Il est dans toutes les provinces, dans tous les coins. Il m'a déjà vu aller à l'intérieur du pays parler. Non. Soyons clairs. C'est de leur côté que se situe le problème. Alors donc, qu'on n'envoie pas le problème sur Ondossa. Et puis ce n'est pas un problème personnel. Ondossa parle du problème du Gabon. Moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé ma vie. Donc, j'ai eu une carrière lumineuse, internationale. Donc, moi, j'ai terminé ma vie. Mais si je me positionne et que je parle, c'est pour le Gabon tout d'abord, et c'est pour les générations futures. Ce n'est pas pour avoir un gain personnel. Donc, véritablement, c'est de l'autre côté qu'il y a le problème. Alors donc, effectivement, qu'ils disent la vérité. Parce que dès lors qu'on commence à se désajuster entre les déclarations de départ et la situation courante, c'est qu'on a un problème. Donc, ils ont un problème. La question que je pose, n'y a-t-il pas au CTRI un seul militaire bien formé qui peut ramener à la raison, au lignement, lui disant, ce n'est pas ce qu'on a dit. Et c'est la question que se pose la majorité des Gabonais. Alors, et puis, il y a un autre fait. Les partisans de Oligui, qui sont-ils? On peut les compter. Ils sont où? Des gens qui veulent les postes, qui font des posts dans les réseaux sociaux pour se faire voir, pour être nommés. C'est ça les partisans. Le seul jugement qui est possible, c'est l'élection.
C'est là qu'on sait qui est partisan de qui. Et c'est à partir d'une élection qu'on détermine qui est de la majorité et qui est de l'opposition. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont dites qui n'ont pas de fondement sérieux et crédible. Abordons maintenant les questions économiques, un domaine qui vous est d'ailleurs très cher. Le Gabon doit faire face à plusieurs défis d'ordre infrastructurel. C'est dans cette optique que l'exécutif a entrepris de mettre en œuvre le plan national du développement de transition 2024-2026. Un plan à plus de 4536 milliards de francs CFA avec 293 projets dont la plupart sont prioritaires. Quel regard portez-vous sur ce plan? Le développement, c'est pas une quantité, une somme d'argent, non. Le développement se conceptualise. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que leur développement a été conceptualisé. Si la Chine est ce qu'elle est, le développement de la Chine a été conceptualisé. Si la Corée est ce qu'elle est, le développement a été conceptualisé. Et à propos de la Corée, en 1957, la Corée avait le même niveau de vie que le Ghana. C'était le même produit intérieur brut. Mais la Corée se donne option de devenir dans 50 ans un pays émergent du fait de la conceptualisation. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'argent. C'est pas un problème d'argent. L'argent est un moyen. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je fais apprendre. L'argent n'est pas une fatalité, donc on peut citer 6 000 milliards, 10 000 milliards. Ça porte la conséquence sur quoi? Ça permet aux Gabonais de mieux se loger. Qui est mieux logé aujourd'hui? Ça permet de nous scolariser nos enfants. Qui scolarise bien ses enfants aujourd'hui? On a eu une rentrée. Comparons avec la rentrée de l'année dernière. C'est exactement les mêmes incohérences. On peut mieux se soigner au Gabon? C'est pas vrai. Quelles sont les structures sanitaires qu'on a? C'est pas vrai. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est que les paroles. Et des paroles qui ne portent pas à conséquence. Je suis désolé, au regret de le constater. Professeur, avec un niveau d'endettement qui se situe aujourd'hui à 71,6% du PIB, la problématique de la dette publique constitue un véritable sujet de préoccupation pour les citoyens. En tant qu'économiste chevronné, quel regard portez-vous sur la politique de désendettement mise en place par le gouvernement de la transition sous la direction du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema? Politique de désendettement. Je ne vois pas où est une politique de désendettement. Le gouvernement, depuis là, 1 an. Oligui a fait pire qu'Aili Bongo en 14 ans. Nous étions en 2022 à 52% du PIB. Nous rentrons en 2023, 54% du PIB. Et aujourd'hui, on est en 71%. Au-delà de la norme communautaire. Et en fait, selon les vraies prévisions du Fonds monétaire international, datant du 30 avril, c'est 73%. Alors, ce qui veut dire que les projections pour 2025, c'est 78%. Alors, quand on parle de désendettement, de quoi parle-t-on? Je ne sais pas ce que ça signifie. Je perds mon latin. Je ne me retrouve pas. Sur le plan pratique, quel sera le risque immédiat de l'endettement pour les populations? Ben moi, je suis mal placé. C'est l'État qui s'endette et je ne suis pas là pour avoir un regard accusateur sur les CTRI, mais ils m'amusent par leur pratique. Désendettement. Il n'y a pas de désendettement. Le pays ne fait que s'endetter. Or, le problème de la dette, qu'il est-il? Il se situe à plusieurs niveaux. D'abord, pourquoi s'endette-on? On s'endette pourquoi? Et pour qui? Et pourquoi faire? Ça, c'est la première question. Donc, on part des objectifs d'une transition. C'est-à-dire, mener un pays d'une situation de dictature à une situation de démocratie. Maintenant, on a un pouvoir qui, visiblement, se lance dans des constructions et tout cela. Ce n'est pas cela, le développement. Non. Le développement est conçu. C'est-à-dire, il y a un programme qui est soumis à la population parce que le développement est un acte volontariste. Vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré.
Sinon, c'est la dictature. Donc, il faudrait que ce soit approuvé. Dès lors que le programme est approuvé, parce que tout choix a un coût d'opportunité, il y a des effets négatifs en retour. Donc, de ce point de vue, effectivement, on ne peut pas se lancer dans n'importe quoi. C'est pas ça le développement. Ce n'est pas une somme de projets. Et ce qui m'amuse encore, c'est qu'on retrouve les mêmes phrases que dans le temps. Le CTRI dit qu'ils sont pragmatiques. Le pragmatisme, cela procède de l'expérience. Quelqu'un qui a moins de 50 ans, quelle expérience a-t-il pour faire le pragmatisme? C'est ce qu'on a appelé, Bongo Père a appelé l'école de la vie. Et l'école de la vie, c'est en opposition de ceux qui sont instruits, qui sont allés à l'école, qui ont appris et qui peuvent poser, conceptualiser un système dont le pragmatisme s'oppose à la conceptualisation. Alors, regardons les exemples dans le monde, je l'ai déjà dit. Tout pays développé au monde est parti d'une conceptualisation. On conçoit le développement. Ensuite, on réunit les éléments qui concourent effectivement à ce qui est la croissance économique et qu'il y ait répartition des fruits de la croissance. C'est cela. Ce n'est pas une somme de paroles, une somme d'actions faites à l'emporte-pièce. Ce n'est pas ça le développement. Et puis, il y a une stratégie qui est mise en œuvre. Cela veut dire que il y a un épilogue et un prologue. On sait où on va aller et il y a un cheminement à prendre. Ce n'est pas n'importe quel cheminement. Le vrai problème, si nous prenons les partis politiques, un parti politique a un projet de société. Là, ça m'amuse quand j'entends dire par ceux qui défendent Oligui, ils m'amusent parce que ils n'ont aucune consistance. Ils ont faim et ils défendent quelque chose qui ne tient pas. Dire que nous, ça n'a même pas de projet de société. Non, nous, ça n'a pas de parti. Le projet de société procède d'un parti. Un parti qui a une vision, c'est-à-dire une vision de son pays. Mais à l'intérieur du parti, plusieurs candidats peuvent se présenter. Chacun avec son programme, qui est conforme effectivement au projet de société. Et c'est là que déjà, le choix se fait à l'intérieur d'un parti politique pour choisir quel programme et qui est porteur de ce programme. C'est ce qui se fait. C'est ce qui est fait à l'échelle des partis, se fait également à l'échelle nationale. Vous présentez un programme sur le plan national, c'est ce qui a été fait. J'ai présenté mon programme. Et les Gabonais y ont adhéré massivement. Et j'ai les résultats du vote. Donc, moi, je n'ai pas à paniquer. Donc, ce n'est pas une somme de projets, on va faire ci, non, on va faire ça. Non. À l'emporte-pièce, ce n'est pas ça, ce n'est pas cela le développement. Depuis la prise du pouvoir par le CTRI, une vague de nationalisation est perceptible, avec en point d'orgue le rachat de la compagnie pétrolière Assala. Pensez-vous que cette ambition de nationalisation de l'économie puisse porter réellement ses fruits? Nationalisation de l'économie, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une expérience qui est encore pour nous autres, qui avons un certain âge. C'est 81 en France. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il procède avec comme premier ministre Pierre Mauroy aux nationalisations. Je crois que ça n'a même pas fait 3 ans. On est revenu à la case des départ. Qu'est-ce qu'on nationalise? Vous ne pouvez pas nationaliser quelque chose qui ne vous appartient pas. Dans une production, il y a ce qu'on appelle les facteurs de production, c'est-à-dire les éléments qui y concourent. Il y a ceux qui apportent des capitaux, c'est-à-dire les moyens financiers. Il y a ceux qui apportent le travail, la force de travail. Et à partir de ce moment-là, on combine ces deux facteurs pour arriver à un produit. Et la répartition se fait de manière équitable selon la contribution de chaque facteur à la production. C'est ce qui se fait. Alors, quand vous vous dites, vous nationalisez quoi? Le capital, les capitaux qui ne sont pas, vous les nationalisez comment? De quelle manière? Alors donc, moi j'en rigole. Et puis, c'est pas... on a l'impression qu'il y a une précipitation. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Nous avons des partenaires. Tout le problème, c'est d'éviter les contrats léonins, comme on les appelle. Cela veut dire que ces partenaires-là, ils nous apportent leurs capitaux,
parce qu'on n'en avait pas suffisamment. Si on prend par exemple le secteur pétrolier, il faut 250 millions jours pour faire une exploitation en offshore. Aucun Gabonais ne peut se... Alors, donc, pour faire une prospection en offshore, la prospection peut durer 1 an. Ça peut durer 6 mois. Ça peut durer, effectivement. Donc, aucun Gabonais, aucun particulier Gabonais n'a pas. C'est les grandes entreprises internationales. Donc, ils nous apportent le capitaux. Et nous, on leur apporte, on a de la ressource des matières premières. À partir de ce moment-là, il y a un problème d'équité, de partage équitable. C'est-à-dire chacun selon sa contribution. Et tout le problème qu'on a au Gabon depuis l'ère de Bongo Père, c'est la répartition que gagnent les Gabonais des ressources de leur sol et de leur sous-sol. C'est là quel problème. C'est pas un problème de rachat. Non, non. Vous pouvez racheter. Qui achète? L'État, c'est qui? Qui achète? Et qu'est-ce qu'on en fait? Vous achetez, vous tirez l'argent d'où? Un État qui est déliquescent. Alors donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais disons que tout ça, c'est du populisme pour faire bien. Et comme la majorité des gens, les Gabonais, indépendamment de ceux qui sont cultivés, la majorité des Gabonais sont là de la réflexion. Ils se posent pas des questions, donc on accepte. Dès que quelqu'un a parlé, bon, on applaudit et puis on a faim. On a affamé notre population pour cela. C'est-à-dire un peuple qui a faim. Il suffit qu'on vous tende 5000 francs, vous courez encore plus, 1000 francs, 2000, 3000. Et puis effectivement, vous applaudissez. C'est ça à quoi nous sommes réduits. Donc il faudrait que nous il faut mettre fin à cette période-là pour que le Gabonais se rende dans la construction. La prise en main de son pays, elle ne se décrète pas. C'est un acte volontariste. Vous êtes ici dans un studio, c'est une activité. Vous employez les gens, c'est ce type d'activité. Chacun à sa mesure. C'est ça qui développe un pays. Rien d'autre. C'est pas la parole. C'est pas la parole. La parole n'a jamais développé aucun pays. C'est la conception, la concentration. Un projet qui est soumis à un peuple qui l'accepte. Dès qu'on a accepté le projet, et on met en œuvre. Ça suppose des objectifs qui sont ciblés. Ça suppose effectivement des moyens qui sont identifiés et déclarés. Quand on vient nous dire, si vous m'avez parlé de 4 milliards, 4 000 milliards, ça correspond à quoi? On les prend où? De qui? Qui a travaillé pour les avoir? Alors, le budget, un budget de 4 000 milliards, ça fait rigoler. Il faut tenir compte de la capacité d'absorption d'un pays. Je vais donner un exemple très très simple. Quelqu'un qui a 1m30, vous ne pouvez pas l'amener à avoir 1m80. Non. Si vous voulez lui prendre des habits, prenez-lui des habits qui sont à la mesure de sa taille et de son poids. C'est tout. Sinon, il aura une verse trop longue. Sinon, il aura... Donc, voilà le problème. Si vous avez un estomac, ça a une taille. Un estomac ne peut consommer, si vous avez un estomac qui ne peut consommer qu'un demi-bâton de manioc, que vous gagnez 100 milliards, 10 milliards, l'estomac aura la même consommation. Il en est de même pour un pays. C'est ce qu'on appelle la capacité d'absorption. Notre pays n'est pas capable d'absorber 4 000 milliards avec 1 500 000 d'habitants, avec véritablement peu d'entreprises. On ne peut pas l'absorber. Ce n'est pas possible. Les distorsions sont tellement fortes qu'une telle somme, bon, mais ça fait bien pour ceux qui l'annoncent, sommes-nous capables d'absorber? Je dis non. Un budget d'investissement de 590 milliards, on ne peut pas l'absorber. Il ne s'agit pas d'avancer les chiffres, on va faire ça, on va faire ça. Non, non. À quel rythme? Je donne encore un exemple très très précis. Que vous ayez les milliards, que vous injectez les milliards, un béton, ça a une durée pour se solidifier. Ce n'est pas parce que vous aurez mis 40, 50, 100 000 milliards que le béton, le temps de solidification d'un béton va effectivement se raccourcir. Donc, véritablement, chaque chose et les choses en son temps. Vous ne pouvez pas former des techniciens que je vois ici. 2 jours, ce n'est pas possible. Il y a un temps de formation. Vous ne pouvez pas former quelqu'un de votre qualité en 3 semaines. Ce n'est pas possible. Donc, prenons le temps de mûrir. On forme des cadres qui vont penser le développement. C'est cela le développement, ce n'est pas autre chose. Sinon, on est dans une bulle et elle finira par éclater.
Durant votre campagne l'an dernier, vous disiez en substance que le développement se conçoit et que vous n'étiez pas là pour parler des routes et des ponts. À l'analyse du PNDT, le plan directeur actuel, pensez-vous justement que le développement Made in CTRI permettra au pays d'atteindre ses objectifs? Ce PNDT, c'est quoi? Le plan national de développement de transition. Non. Enlevez le mot transition. Un plan, c'est du moyen long terme. Une transition, c'est du court terme. Donc nous ne savons pas ce que nous disons. Je m'arrête là. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Abordons maintenant les questions de société. Malgré les discours de bonne volonté affichés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, les tensions sociales semblent avoir repris de plus belle. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette montée de tensions? Alors, de mon point de vue, les tensions sociales, c'est le discours faux. Un homme politique, les Gabonais sont allés contre Ali Bongo parce qu'ils veulent plus de crédibilité. La crédibilité, c'est de dire une chose et de la réaliser. Or, la politique telle qu'elle est conclue par le système Bongo PDG, elle est faite de mensonges. On dit une chose et son contraire. Et puis, allez, on va mener les gens en bateau et on se laisse illusionner. Ça, c'est des politiques d'avant. Même sur le plan économique, on ne se laisse plus illusionner. On a des gens qui sont éclairés. C'est un acte volontariste. C'est-à-dire que quelqu'un accepte de manière volontaire de vous suivre parce qu'il sait ce qu'il aura en retour. C'est cela. Donc, véritablement, je suis au regret de dire que les tensions sociales qu'il y a, c'est parce que aucune parole de départ n'a été donnée. Et finalement, les gens se rendent compte que la trêve qu'on aurait pu faire, elle n'a pas sa raison d'être parce que le CTRI se fourvoie. Voilà la véritable raison. Et généralement, ça va aller crescendo. Si on y prend garde, ça va aller crescendo. Des tensions ne pourront pas être... Le populisme ne peut pas effectivement évacuer les tensions. Parce que les tensions, c'est du structurel, des tendances lourdes. On a un problème d'eau, on a un problème d'électricité, on a un problème de route, on a un problème de pont. C'est des tendances lourdes. Ce n'est pas en faisant du saupoudrage qu'on va régler ces problèmes, non. Et ce n'est pas l'objet d'une transition. Je suis désolé. Professeur, la problématique du chômage a toujours été un nœud gordien pour les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. Quel regard portez-vous sur cette question qui semble insoluble malgré la volonté affichée par les militaires au pouvoir? Alors, c'est toujours la même chose. Les postes budgétaires, ce n'est pas ça qui règle le chômage. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que le secteur public est limité. Et il est limité par des normes, des engagements internationaux qu'a pris le Gabon. Ce que je peux dire, c'est que les conventions internationales s'imposent aux lois nationales dans la hiérarchie des normes juridiques. Ce qui veut dire que nous sommes liés par ces conventions. Vous ne pouvez pas, effectivement, augmenter les dépenses de personnel, ce qu'on appelle la masse salariale, au-delà d'un certain montant. La norme, c'est 35%, effectivement, des recettes fiscales. Au-delà, vous mettez en mal la structure à laquelle vous appartenez, c'est-à-dire la CEMAC, parce qu'il y a ce qu'on appelle, grosso modo en Europe, les critères de convergence. Alors, ici, c'est la surveillance multilatérale. Cela veut dire effectivement que nos pays, nos États se sont accordés pour respecter un certain nombre de critères, ce qui permet d'avoir une monnaie commune, le franc CFA, ce qui permet effectivement de fonctionner de manière ensemble. Nous devons éviter les déficits budgétaires, nous devons éviter ceci, nous devons éviter l'endettement excessif, et on s'est établi des normes. Or, la fonction publique, c'est pas elle qui résorbe le chômage. Dans aucun pays au monde. Non. Comment on résorbe le chômage? C'est le secteur privé. Le secteur privé domestique tout d'abord, c'est-à-dire les PME, PMI. Ensuite, le secteur privé extérieur qui vient chez nous avec des investissements. Mais pour que ces investissements aient lieu,
il faudrait qu'on ait une justice qui fonctionne bien. Il faudrait, pourquoi? Parce que précisément, le droit de propriété, le droit des entreprises doit être garanti. C'est cela. Quand on a une justice aux ordres, ils ne peuvent pas venir parce que effectivement, ils doivent récupérer l'investissement de départ. Il faudrait qu'ils rentrent dans leurs frais. Donc, ce sont ces entreprises-là qu'il faut faire venir. Et c'est elles qui acceptent de la main-d'œuvre. C'est cela le véritable problème aujourd'hui. Et on regarde, le problème s'analyse aussi. Quelle forme de chômage avons-nous? Chômage frictionnel, les gens qui sortent à l'école, chômage structurel, chômage conjoncturel. Et à partir de ce moment-là, on met en place un programme. On ne commence pas par dire, on va dans la rue, bon je vais vous prendre dans la gare républicaine. Je suis désolé. On a mal. J'ai mal en mon pays quand je vois ça. La problématique de la vie chère est sans aucun doute l'une des préoccupations des populations gabonaises qui peinent à joindre les deux bouts. Pour résoudre cet épineux problème, le gouvernement qui se sont succédés ont employé la même recette, celle de la mise en place d'une mercuriale des prix pour les produits de première consommation. Qu'est-ce qui expliquerait son efficacité, son inefficacité autant pour moi? Vraiment, le système Bongo PDG, c'est ça le terme. Il faut pas éluder le terme. Et la prolongation du système Bongo PDG, c'est ça le problème. On n'analyse pas les situations et on ne va pas aux bonnes situations, aux bonnes solutions. En fait, c'est des mauvaises solutions pour des vrais problèmes. Et ces solutions-là existent, bon sang. La vie, c'est un marché. Le marché, c'est la confrontation entre l'offre et la demande. Je l'ai déjà expliqué. À partir de ce moment-là, pourquoi il y a une vie chère? Parce qu'il y a une demande excessive par rapport à l'offre. Qui offre? C'est les PME. C'est tout. Donc, vous avez alimenté le marché en aliment, alimenter le marché, enlever les entraves pour que si vous êtes incapable de produire sur le plan local, les produits viennent du Cameroun et du Congo, et ça va alimenter le marché, la vie chère va s'arrêter. Mais on est dans un système où on croit inventer la roue, et chacun amène sa petite recette. Nous avons un autre problème qui est très très grave dans notre pays. C'est que les gens veulent tellement des postes, chacun croit s'en sortir, que véritablement, tous ceux qui n'ont pas fait des bonnes études, ils proposent des choses qui ne tiennent pas la route. La mercuriale dans un système libéral n'a aucune raison d'être. Ce sera nul de l'unité. Chaque fois que vous appliquez la mercuriale, on sort la case des plats. Nous sommes dans un système libéral. La mercuriale, ça n'a rien à faire, c'est le marché. Une économie de marché, c'est le marché. Ce n'est pas une économie réglementée. C'est tout à fait différent. Donc, c'est des mauvaises solutions pour des vrais problèmes. Mais, comme le système Bongo PDG est un système de public reportage, comme ça, on va aller à la télévision, dire, bon, on a fait la mercuriale, alors, l'huile, c'est, vous allez dans une échoppe, vous dites, la bouteille d'huile, c'est plus de 1500. Qui va vous écouter? Puisque la dame, elle l'a acheté à 1350. Et elle a un petit bénéfice, la marge de bénéfice à 150 francs. Elle va vous écouter, elle ne vous en écoutera pas. Et si vous prenez la bouteille pour dire, vendez ça, dès que vous partez, elle augmente le prix pour récupérer ce qu'elle a perdu. Non, c'est le nul, on n'agit pas comme ça. Une économie, c'est pas l'armée, hein. On se trompe de champ. Ce n'est pas l'armée. C'est des gens qui se mobilisent, c'est des humains. Et il y a une manière de gérer les humains. Les humains de l'armée, il y a une manière de les gérer. Mais les humains de la société, il y a une manière de les gérer. Et là, vraiment, nos militaires ont à apprendre. Parce qu'ils ne connaissent rien de ce point de vue. On n'est pas à l'armée. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes dans une impasse? Ce n'est pas le sentiment, c'est la réalité. On est dos au mur. Une bulle ne peut qu'éclater. Aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai interpellé les membres du CTRI. Et même ils se rendent compte que ils peuvent aller nulle part. Moi, à bras ouverts, je les attends pour une véritable négociation. Que faisons-nous de notre pays? Avec qui? Comment? À partir de quand? Voilà. C'est tout. Moi, qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent que
Ils ont la force avec eux. Quelle force? La force est une variable qui n'a pas de borne supérieure. Pourquoi? Parce que tu trouves toujours un plus fort que toi. Moi, j'ai l'élection. J'ai les résultats. Donc, négocions. Pour notre pays, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations futures. C'est ce que j'espérais depuis le début. Et quand il est venu à la maison, c'est ce que j'espérais. C'est ce que j'espère toujours. Les bras ouverts pour que nous faisions avancer notre pays. Le populisme ne peut pas faire avancer un pays. Et là, c'est une fuite en avant. On va à gauche, on va à droite. Et qu'est-ce qu'on ramène? Rien du tout. Alors donc, redressons notre pays autrement qu'avec des verbes, qu'avec du verbe, qu'avec des mots, avec des actes. L'ancien Premier ministre déclarait il y a quelques jours, plutôt que la libération, la période de transition est une période d'occupation. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Moi, j'ai déjà critiqué la transition et je crois que véritablement, je vais pas perdre mon temps là-dessus. J'ai dit, en ce qui concerne la transition, il faut que les Gabonais tirent un trait sur la transition, on passe à autre chose. Le développement de notre pays. On a gagné une élection, qu'on ramène le pouvoir à celui qui a gagné les élections et on repart. Donc le reste là. Bon, maintenant, à propos de Bilévisé, c'est cela la démocratie. Bilévisé a tout à fait le droit de parler. Je n'approuve pas tout ce qu'il dit, mais je trouve que c'est son droit. Nous sommes dans une république, et dans une république, chacun doit pouvoir s'exprimer librement. Donc, que je sois d'accord ou que je ne sois pas d'accord, Bilévisé a toute l'attitude pour s'exprimer. Et pour cela, c'est un facteur de démocratie. Est-ce que vous pensez qu'un an après le scrutin, cette exigence tient la route? Moi, je ne pense pas. Non. Quand on a cogné le mur, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes face à un mur, vous ne pouvez plus avancer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir un regard à l'arrière, c'est tout. Maintenant, ils peuvent avancer, s'ils veulent. Mais ils ont vraiment cogné le mur. Ils n'ont qu'à avancer, ils n'ont qu'à faire la sourde oreille, la bulle finira par éclater. Donc pour moi, de la même manière, hier j'ai averti Ali Bongo, de la même manière j'ai averti Oligui Nguema. Ce serait désolant que pour une fois encore, j'ai eu raison trop tôt. Pour conclure cette interview, en guise de mot de fin à l'endroit de celles et ceux qui nous regardent, pouvez-vous répondre à la question de savoir quel est l'avenir politique d'Albert Ondossa? Oui, concrètement, quel est l'avenir politique d'Albert Ondossa? C'est une bonne question, mais il faut pas qu'elle soit tendancieuse. L'avenir politique d'Ondossa, si on la regarde avec les yeux du bongoïsme PDG, il n'y a pas d'avenir. Si on la regarde avec le nouveau PDG qu'est le CTRI, il n'y a pas d'avenir. Mais si on le regarde par rapport au développement de notre pays, aux aspirations profondes de notre pays, Ondossa a tout l'avenir devant lui. Tant que le peuple gabonais a les mêmes aspirations, Ondossa vivra. Et les idées ne meurent pas. Les idées ne meurent pas. Si les idées d'Ondossa sont bonnes, Ondossa vivra ad vitam aeternam. Donc, un avenir lumineux pour Ondossa. Pour conclure cette interview, est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, la conclusion, ce que je dirais en mot de fin, c'est que le peuple gabonais doit rester très très vigilant et ne pas se laisser illusionner. Il ne s'agit pas de l'avenir du professeur Ondossa, non. Le professeur Ondossa a son avenir derrière lui. J'ai eu toutes les satisfactions du monde. Pas sur le plan national, mais à l'international. Sur le plan africain, sur le plan du monde. J'ai été dans la majorité des pays du monde. Il ne s'agit pas du problème d'Ondossa. Il s'agit du problème du Gabon de demain. Quelle est la place du Gabon? D'abord dans la sous-région, par rapport aux Congolais, par rapport aux Camerounais, par rapport aux Centrafricains. Si je ne prends que le Cameroun, 25 millions d'habitants, ils vont bientôt avoir 30 millions d'habitants. Quelle chance et quel poids avons-nous lorsque quelle discussion nous pouvons avoir et sur quel plan avec les Cameroun? Lesquels? Sur quel secteur? Un pays qui
à une contrainte humaine quantitative ne peut briller que par la qualité des Gabonais. Et la qualité s'obtient à l'école, dans la formation. Moi, j'ai passé toute ma vie à voyager. J'ai jamais entendu, bon, ils sortent d'où? Non. On pose la question, d'où sortez-vous le Gabon? Ah, les Gabons ont des gens de votre nature. C'est cela qui fait un pays. Alors donc, j'attire l'attention des Gabonais pour dire que bon, ils en sont au factuel. Non. C'est nos enfants, les générations futures. Et pour que nos enfants, les générations futures, c'est à partir de maintenant qu'on les prépare. Il faut mettre fin à l'expérience du CTRI pour qu'on passe à autre chose. Voilà ce que je dis en mot de fin.